Dans l'actualité des idées aujourd'hui, en économie, les femmes comptent aussi. Avec notre invitée, Hélène Périvier. Elle est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, rattachée à Sciences Po, et elle est l'auteure de l'économie féministe. Pourquoi la science économique a besoin du féminisme et vice-versa, paru à l'automne dernier aux presses de Sciences Po. Dans cet ouvrage, ce plaidoyer pour une économie politique féministe, nous dit Thomas Piketty, qui a préfacé l'ouvrage. Dans cet essai, elle revient sur les enjeux liés à cette demande d'égalité, non comme une demande catégorielle, mais dans sa dimension égalitariste. Le féminisme, ça pense, dit Geneviève Fraisse. Qu'à cela ne tienne, chercheurs et chercheuses se sont dotés d'outils d'analyse empiriques et théoriques pour permettre la mise en œuvre de ce principe d'égalité, n'échappant pas aux désaccords, aux controverses et tout simplement au débat. Débattre, justement, pour faire avancer idées et propositions. C'est aussi le sens du forum Génération Égalité, organisé par l'ONU Femmes, qui se tient à Paris jusqu'au 2 juillet. Pourquoi est-il essentiel de remettre les femmes au cœur de l'économie ? Bonjour Hélène Périvier. Bonjour. Et quels sont les enjeux de ce sommet, alors qui va s'ouvrir à Paris ? Ce sommet, c'est l'occasion de rediscuter au niveau mondial de la question de l'égalité, de la question des droits des femmes, qui sont encore très loin d'être les mêmes que ceux des hommes dans le monde. Et donc, c'est un grand moment de discussion, d'échange, avec à la fois des personnalités qui sont actives sur le terrain, mais aussi des personnalités politiques. C'est aussi un moment de mettre en avant une forme de diplomatie féministe qui peut promouvoir, ou qui doit promouvoir, la question de l'égalité femmes-hommes au niveau de la planète et de l'interaction entre les différents pays. Et c'est un forum, un sommet qui va discuter de la question des femmes au travail, mais pas simplement de cette égalité-là face au travail ou dans l'économie aujourd'hui, mais de beaucoup d'autres sujets, vous l'évoquiez, autant le droit des femmes à disposer de leur corps, la question de l'avortement, qui est en débat dans beaucoup de pays dans le monde, ou encore des violences faites aux femmes. Tous ces sujets sont à l'ordre du jour de ce sommet, et il est important qu'il y ait des temps de parole, des temps de discussion comme celui-ci, qui s'ouvrent à l'échelle mondiale. Oui, parce que d'abord, ça s'inscrit dans un temps long. L'ONU organise ses conférences de façon régulière. Donc, cette conférence, ce forum, devait célébrer les 25 ans de la grande conférence de Pékin. Évidemment, pour cause de Covid, ça a été retardé d'un an. Et donc, c'est un moment à la fois de retour sur le passé. Quelles ont été les grandes avancées? Quels sont encore les grands défis qui nous attendent en matière d'égalité? Vous avez parlé de droits reproductifs, de violence. Il y a aussi toute la question de l'éducation, parce que dans beaucoup de pays pauvres ou à bas revenus, les filles n'accèdent pas à l'éducation et au savoir à l'égalité des garçons. Et donc toutes ces questions-là qui sont abordées dans une optique internationale, donc avec des défis qui sont différents selon les pays, eh bien c'est l'occasion de remettre sur la table ces questions et d'en discuter, et de voir aussi les tensions et la complexité qu'on a à pouvoir promouvoir et mettre en œuvre précisément le principe d'égalité. Et remettre les femmes au cœur de l'économie, c'est à vos yeux un des défis majeurs de l'époque. Un peu moins pour deux sages de l'économie, deux économistes français, Jean Tirole, prix de la Banque de Suède, et Olivier Blanchard, ancien chef économiste au FMI, qui ont récemment rendu un rapport à l'Élysée, au président Emmanuel Macron, sur les défis à venir. Rapport qui ne dit pas beaucoup ou pas grand-chose sur la question des femmes. On les écoute. C'est un sujet qu'on n'a pas traité parce que les inégalités sont vraiment multidimensionnelles. Il y a une quinzaine de formes d'inégalités, dont l'inégalité homme-femme. Donc, effectivement, il y a un sujet très, très important. Et je crois que tous les pays, quand ils travaillent, je ne sais pas, Olivier, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Mais... Sur les inégalités, il y a plein de dimensions. On a fait un choix et on a conclu que le truc le plus important, c'était l'accès au bon boulot, pour parler simplement. Alors, ça exclut un certain nombre de dimensions, mais c'est là-dessus qu'on a fait notre contribution.
Voilà, l'accès au bon boulot de tous, la question écologique, du changement climatique, la question du vieillissement aussi, ont été inventoriés comme des défis majeurs par les deux économistes, mais pas la question de l'égalité femmes-hommes. C'est une question, disent-ils, mais elle est secondaire. Pourquoi ça reste à vos yeux une priorité? D'abord, je pense qu'il y a là, il y a quand même une incompréhension de l'enjeu que soulève la question de l'égalité ici. L'accès au bon boulot, évidemment que ça interroge la question de la place des femmes et des hommes dans la société française. On sait que les femmes sont surreprésentées dans les CDD, sont surreprésentées dans les bas salaires, sont surreprésentées dans les emplois à temps partiel. Donc l'accès à un bon boulot ne peut pas laisser de côté la question de la division sexuée du travail et la question des inégalités professionnelles. Donc, y compris en posant cette question de façon simple, qui est celle des inégalités économiques. Il y a évidemment d'autres dimensions, mais la question femmes-hommes est évidemment centrale pour comprendre d'où viennent et quelles sont les racines de ces inégalités. C'est intéressant, pourquoi justement sexuer ou genrer cette question? Quel sens cela a? Parce que Jean Tirole et Olivier Blanchard vous répondraient justement, la question des bons boulots, elle se pose pour tous, pour les hommes comme pour les femmes, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il faut genrer cette question? Parce qu'elle ne se pose pas de la même manière pour les femmes et pour les hommes. Donc on va par exemple, de nombreux travaux ont montré qu'il y avait une ségrégation professionnelle. Les femmes sont surreprésentées dans certains métiers. Il se trouve que ces métiers sont souvent moins bien rémunérés. Donc on l'a très bien vu avec la crise sanitaire qu'on a traversée. Il y a eu beaucoup en tout cas, on a eu tout d'un coup un coup de projecteur sur ces métiers dans le social, dans l'aide aux personnes âgées en particulier, qui sont des métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées, qui sont probablement sous-valorisées dans notre société. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une question sociale qui est celle de la ségrégation des espaces professionnels, qui ne peut pas être mise de côté lorsque l'on veut avoir une compréhension précise des phénomènes d'inégalité économique et de cette question de l'accès au bon boulot, de qu'est-ce que c'est que d'avoir un emploi stable, de sortir de la précarité. Et puis, au-delà de la question du bon boulot, il y a quand même la question de la configuration familiale. On en reparlera peut-être, mais aujourd'hui, les gens se séparent, se mettent en couple, ont des enfants, se séparent. Les femmes ont le plus souvent la charge des enfants. Et donc, il est très compliqué pour elles d'accéder à la fois au marché du travail, de continuer à avoir la charge de ses enfants. Donc, toutes ces questions-là sont éminemment très importantes dès lors que l'on veut comprendre où en est la France en matière d'égalité socio-économique. Justement, ce forum Génération Égalité organisé par ONU Femmes, il se tient après une année pandémique, la crise sanitaire que vous venez d'évoquer, Hélène Périvier. Est-ce qu'elle a créé de nouvelles inégalités ou révélé de manière flagrante des inégalités déjà existantes ? Alors d'abord, je pense qu'il faut distinguer la situation et l'impact de cette crise dans des pays riches et des pays plus pauvres. Dans les pays riches, s'agissant du marché du travail, on a encore peu de données consolidées qui permettent vraiment de mesurer l'impact sexué de la crise sur l'emploi. Par contre, ce qu'on sait, il y a déjà des enquêtes qui ont pu le montrer, c'est qu'au niveau du partage des tâches dans la famille, les diverses formes de confinement ont conduit à une forme de retour en arrière en matière de partage des tâches. Les femmes ont plus souvent assumé l'éducation des enfants qu'il a fallu faire à la maison, le surcroît de tâches domestiques qui en a été lié. Et dans le télétravail, il y a beaucoup de travaux qui ont montré que voilà, les femmes n'avaient pas nécessairement un espace à elles pour travailler. Mais voilà, je pense qu'on aura encore un peu de temps pour voir structurellement ces effets-là. Dans les pays à bas revenus, les femmes sont surreprésentées dans l'emploi informel. Elles ont été directement affectées par cette crise économique et sociale issue de la crise sanitaire. Et donc là, il y a eu un accroissement très fort des inégalités économiques entre les sexes. La Banque mondiale l'a très bien montré dans des rapports récents. Donc il y a un enjeu aussi ici sur cette question qui est très important à prendre en compte. Voilà, et déjà des chercheurs se penchent sur la répartition sexuée dans les familles, de l'école à la maison, quand elle a eu lieu pendant les confinements, mais aussi la question du télétravail et l'impact que ça peut avoir, les conséquences que ça peut avoir aussi sur le travail des femmes, notamment. On évoquait cette question essentielle, selon vous, de la place des femmes dans l'économie et face au travail, dans le champ scientifique. Hélène Périvier, parce que vous êtes chercheuse, quand a-t-on commencé à penser que l'économie était aussi une affaire de genre ou de sexe ? Alors, ça dépend si vous pensez
comme un sujet, c'est-à-dire les inégalités femmes-hommes comme un sujet, il y a assez longtemps, en fait, même Adam Smith c'est bien conscient qu'il y a d'abord une question d'éducation des enfants, de reproduction de la force de travail. Donc c'est par la question de la démographie, la place des femmes a toujours été une question pour les économistes. Maintenant, les femmes reconnues en tant qu'économistes, ça c'est une période extrêmement récente, et même si l'on regarde la participation des femmes à la construction de la discipline, il y a une forme de discrimination historiographique. Il y a certaines femmes dont je parle dans le livre qui doivent être qualifiées d'économistes, mais qui ne sont pas reconnues comme telles, soit parce qu'elles ont travaillé sur des sujets qui sont précisément la question de la pauvreté des femmes, je pense à Julie Daubié notamment, soit parce que après un certain temps, on n'a pas estimé que leur contribution avait eu un apport majeur à la discipline, ce qui est tout à fait contestable. Donc voilà, il y a ces deux regards-là qui sont intéressants à prendre en compte. Alors il y a eu Esther Duflo qui a eu l'équivalent donc du prix Nobel avec ce prix de la Banque de Suède qui a permis de consacrer à la fois ses travaux sur les inégalités et aussi un profil de chercheuse, de femme économiste travaillant sur ces questions plus récemment. Comprendre le titre de votre livre, de votre essai, l'économie féministe, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est le point de départ de ce livre parce que ça peut sonner comme un oxymore si on pense que le féminisme est un activisme, une idéologie, que l'économie est une science sociale. Alors ça viendrait polluer la dimension scientifique de la discipline. Alors qu'en fait, quand on regarde de plus près, d'abord les économistes ont toujours eu plus ou moins une position normative, c'est-à-dire une certaine idée de la société bonne. Et quand on fait un retour sur la question justement de la place des femmes et des hommes dans l'histoire de la pensée, on voit que pendant très longtemps, les biais de genre qui affectaient la pensée des économistes étaient extrêmement importants. Ils le sont encore aujourd'hui, hein. On en a parlé tout à l'heure. Et donc ça c'est un premier point. Et puis du côté du féminisme, mais comme le dit Geneviève Fraisse, le féminisme, ça pense. C'est aussi une façon de questionner notre organisation économique et sociale, de regarder quelle est la place des femmes et des hommes dans cette organisation. Et donc, pour penser cette question, il a fallu se doter d'outils, de théories, de controverses. Donc, il y a une forme de dimension scientifique au féminisme. Donc il y a un aller-retour assez intéressant entre les deux. À la fois, l'économie apporte énormément de savoir à la question féministe, et en même temps, la critique féministe, comme dans beaucoup d'autres champs scientifiques, a apporté une dimension, a plutôt accru la dimension scientifique de l'économie en mettant l'accent sur les biais qui étaient, j'allais dire, cachés ou mis sous le tapis avant que cette critique féministe ne soit audible. Et le principe d'égalité femmes-hommes, on peut dire qu'il est acquis aujourd'hui. Il figure dans des textes fondateurs, ceux de l'OIT, comme dans le traité de Rome, mais en pratique, on va le voir, hein, beaucoup reste à faire. La question des motivations, vous y revenez dans cet ouvrage, Hélène Périvier, et elle est passionnante. Vous rappelez qu'en 1957, au moment du traité de Rome, lors de la signature de ce traité, ce sont moins des considérations de justice sociale que des considérations économiques qui ont poussé les États membres à franchir le pas et à stipuler cette égalité dans le texte. La nature de ces motivations, on peut estimer qu'elle est discutable, hein, arriver à un principe d'égalité pour plaire au marché, mais vertueuse ou pas, si ça marche, pourquoi s'en priver ? Alors il y a plusieurs points à préciser dans votre question. D'abord, si dans le traité de Rome, il y a l'affirmation du principe d'égalité salariale, c'est comme vous l'avez dit, pour des questions de concurrence loyale entre les travailleurs et les travailleuses, en l'occurrence entre l'Allemagne et la France. Mais le point de départ, c'est quand même une question de principe de justice. C'est parce que la France avait signé le traité au début, en 1919, le traité de l'OIT, qui mettait en avant le principe d'égalité professionnelle, que du coup, il pouvait y avoir concurrence déloyale entre la France et l'Allemagne. Donc, j'ai envie de dire, la généalogie de l'inscription de l'égalité salariale dans le traité de Rome, elle est quand même ancrée dans la mise en avant de principes de justice. Aujourd'hui, ce qui est un peu gênant, et là, je voudrais mentionner les travaux de ma collègue Réjeanne Sénac à Sciences Po, mais ce qui est un peu gênant, c'est cette façon d'affirmer le principe d'égalité comme étant au service d'autre chose, et en l'occurrence au service, par exemple, du bon fonctionnement du marché ou de la concurrence. Ça pose problème parce que, d'abord, l'égalité n'est pas nécessairement efficace, et donc on peut se poser la question, lorsqu'elle ne l'est pas, ou lorsque la lutte contre les discriminations n'est pas efficace, eh bien, doit-on toujours lutter contre les discriminations ? Alors, il nous semble que oui, parce que c'est un principe de justice et non pas conditionné à une forme de performance. Et donc voilà, donc ce conditionnement est une forme d'approche un peu néolibérale. En tout cas, j'essaye d'expliciter un peu plus précisément dans le livre ce que j'entends par ce terme néolibéral qui est souvent employé un peu de façon
glycémique. Mais là, l'idée, c'est la mise en avant du fonctionnement de l'économie de marché et de la concurrence en particulier comme une fin en soi. Alors qu'on pourrait penser que l'égalité et les principes de justice sont une fin en soi, le marché étant au service de la mise en œuvre de ces principes. Donc c'est plutôt cette inversion de la hiérarchie qui me semble problématique. Vous évoquiez Réjeanne Sénac, c'est des questions qui se posent aussi dans d'autres domaines, et notamment pour la question de l'égalité en politique, ou plutôt de la parité. Au nom de quoi faut-il tendre vers un principe d'égalité? Est-ce que c'est parce que les femmes font de la politique autrement et vont enrichir les débats et la décision publique parce qu'elles sont femmes, ou est-ce que c'est par un principe d'égalité pure et simple, d'égalitarisme, qu'il faut permettre cette égalité, voire imposer par des mesures de discrimination positive cette égalité? Si le marché dicte sa loi, c'est aussi embêtant, parce qu'on peut se dire qu'un principe établi comme tel va ou ne sera pas à l'abri d'un retournement de tendance. Ça précarise ce principe d'égalité dans les faits. Alors tout à fait, et par ailleurs, on le voit aussi émerger dans la sphère des sciences sociales, c'est-à-dire poser la question du coût des discriminations. Lorsqu'on est scientifique, c'est prendre le risque de ne pas avoir le résultat qu'on souhaiterait obtenir. Et donc, moi, je m'inscris dans une démarche scientifique qui est celle de ne pas préjuger du résultat que j'obtiendrai à la question que je pose, dont il est particulièrement important de prêter attention à la question qu'on soulève. Donc, cette question du coût des discriminations, pour moi, ne me semble pas pertinente. Ce qui est pertinent, c'est quelles sont les politiques publiques qui permettent de lutter contre les discriminations, puisque ces discriminations sont une atteinte aux principes de justice de base et à la cohésion sociale. C'est plutôt comme ça, à mon sens, qu'il faut poser les questions. Juste un mot, puisqu'on parle de ces controverses scientifiques. Que dit la théorie de la discrimination de Becker ? Alors, Gary Becker a mis en avant l'idée que la discrimination sur la base... Alors, il était plutôt sur la question raciale, hein, puisque c'est un économiste américain qui était plutôt porté sur cette question-là, sur la question du goût. C'est-à-dire que les personnes préfèrent ne pas travailler avec des femmes, ou préfèrent ne pas embaucher des femmes, ou ne pas embaucher les personnes afro-américaines dans le cas de la question raciale, de la discrimination sur la base de l'origine ethnique. Et donc, dans ce mode-là, il explique... Et ensuite, c'est une approche qui a été utilisée par d'autres, que cette discrimination est inefficace et que donc les employeurs qui discriminent les femmes se privent d'une main-d'œuvre pas chère et productive. Et donc, dans un régime de concurrence pure et parfaite, ces employeurs ne seront pas rentables par rapport à un employeur qui ne discrimine pas. Donc, en gros, Gary Becker nous dit que la concurrence pure et parfaite mettra fin à la discrimination. Et l'histoire lui donne plutôt tort, puisque les discriminations persistent encore aujourd'hui, malgré les lois qui ont été mises en place. Et ce type de théorie conduit, in fine, et d'ailleurs l'économiste Milton Friedman l'avait dit, à dire que des lois comme l'égalité salariale sont des lois antiféministes, puisque selon ces économistes, seul le marché peut mettre fin à cette forme de discrimination. Et donc les lois ne sont qu'une entrave au bon fonctionnement de l'offre et de la demande, et donc ne font qu'entraver la bonne marche. Et donc là, on a encore une fois une vision qui est que l'efficacité va de pair avec le progrès social, qui me semble pas tellement productive d'un point de vue de l'atteinte et de la mise en œuvre du principe d'égalité. Mais c'est intéressant parce qu'on voit comment dans l'histoire, ces grands courants de la pensée ont aussi infusé cette question de l'égalité femmes-hommes avec des moments, des temps historiques d'avancée et de recul que vous constatez aussi dans ce livre-essai Hélène Périvier. Comment comprendre le travail des femmes dans une perspective historique? Une participation à l'activité économique longtemps minorée et sous-estimée, nous dites-vous. Dans les faits, les écarts de salaire pour un même travail restent importants et surtout, femmes et hommes n'ont pas accès au même métier. On va repartir dans cette perspective historique, si vous le voulez bien, avec le témoignage d'une couturière, extrait de l'émission Aujourd'hui Madame, on est en 1974. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ici dans la région qui travaillent comme vous à faire des robes de poupées? Oh oui, nous sommes 600 à peu près personnes qui faisons à domicile des robes de poupées. Est-ce que les femmes ont l'habitude de travailler avec leur mari au champ, à travailler dans les villes? Oh, dans les vignes? Dans les vignes, non. Ici, par ici, non. C'est la machine qui a remplacé la femme maintenant. Alors, elles ne travaillent plus dans les vignes. Elles ont le temps aussi de travailler chez soi. Et vous, qu'est-ce que vous faites en dehors de ces poupées? Je m'occupe de mes enfants, de mon ménage.
Et c'est tout. Vous êtes agent d'assurance aussi. Oui, je travaille pour les assurances, je travaille aussi pour la cave coopérative. Je suis secrétaire de la cave coopérative. Moi, il y a un détail en ce qui concerne les assurances, c'est que c'est votre mari qui est inscrit. C'est exact. C'est mon mari qui est inscrit, c'est moi qui fais le travail. Et En c'est fait, lui qui est remercié. Voilà, c'est lui le responsable, mais c'est vous qui faites tout le travail. Voilà, c'est ça. C'est lui le responsable et c'est moi qui... Et la raison, c'est qu'à cette époque-là, quand vous vous engagez, on ne prenait que des hommes. On ne prenait que des hommes, oui. Les femmes étaient en dehors. Maintenant, ils prennent aussi des femmes. Quelques-unes à présent, oui. Quelques-unes, oui, ils en prennent. On a vu que le rendement était bon. Peut-être, oui. Là, c'est un bon exemple à travers le témoignage de cette couturière, Hélène Périvier, de ce modèle de Monsieur Gagne-Pain que vous développez dans votre livre. Oui, alors ça nous montre deux choses. Ça nous montre d'abord que pendant très longtemps, les femmes ont été empêchées de travailler, en tout cas sur un pied d'égalité avec les hommes, hein, puisqu'elle a fait ce travail au nom de son mari. Donc ça, c'est aussi une question d'un patriarcat institutionnalisé hein, dans la loi. Alors heureusement, nous avons tourné cette page, hein, puisqu'au moins l'égalité est inscrite dans la loi, mais on voit que c'est relativement récent. Hein. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on voit dans ce témoignage le caractère très familial de mise en commun des choses et du coup de non-reconnaissance. Elle dit d'un côté qu'elle fait beaucoup de choses en fait, cette femme, elle est couturière, elle a ce métier dans l'assurance et puis à côté de ça elle s'occupe de ses enfants, pas grand-chose, ce qu'elle nous dit. Et donc on voit qu'elle a quand même une vie extrêmement morcelée avec du coup un apport très massif aux revenus et au niveau de vie de la famille et qui a très souvent été minoré. Donc ce témoignage est un peu un condensé de ce modèle de Monsieur Gagne-Pain qui ne veut pas dire que Madame ne travaille pas ou que Madame n'apporte pas de richesse, mais c'est simplement la reconnaissance de ce travail n'est pas une reconnaissance individuelle. Ou alors, là on le voit dans le témoignage, elle dit que c'est son mari qui est remercié pour le travail qu'elle fait dans l'assurance. Donc là on est vraiment dans un modèle extrême, mais sinon c'est vrai qu'il y a cette idée que tout ce que les femmes faisaient dans la famille, c'était reconnu, mais c'était reconnu au niveau de la famille et jamais à titre individuel. Mais surtout, c'était acté comme tel. Hein. Ça a été pensé comme tel. Ce modèle de Monsieur Gagne-Pain, c'est le modèle triomphant de l'après-seconde guerre mondiale, sous l'influence de la pensée keynésienne. Et vous racontez comment ce modèle a été pensé, développé, avec cette idée que l'emploi des mères est perçu comme la source de déséquilibre démographique et économique. Et c'est comme ça aussi que le modèle français s'est bâti sur cette idée-là et a organisé une division sexuée du travail entre d'un côté la sphère familiale et de l'autre côté la sphère du marché. Les femmes sont assignées à la maison, à la famille, et les hommes au travail, rapporter de l'argent, et donc à la seconde sphère, celle du marché. Hein. Oui, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce qu'avant ce modèle de l'État social de Monsieur Gagne-Pain, les femmes, la plupart des femmes travaillaient et en même temps les guerres. Et en même temps s'occuper de leurs enfants. Et elles travaillaient parce que les salaires n'étaient pas suffisants pour la plupart des ménages pour avoir un seul salaire dans le couple. Ce que fait ce modèle de Monsieur Gagne-Pain, c'est rendre possible pour un large panel de ménages, y compris les plus modestes, une spécialisation, c'est-à-dire en subventionnant le fait que Madame va rester à la maison pour avoir des enfants, avec ce pari nataliste très fort que fait la France, qui est que ça va permettre de repeupler la France. Mais ça se fait avec une certaine idée du progrès social, d'une certaine façon, parce que c'est une forme de démocratisation, mais ça se fait complètement sur le dos de l'émancipation économique des femmes, et donc avec cette vision d'assujettissement assez fort, puisque cette reconnaissance et cette compensation du travail que vont faire les femmes dans la famille se fait encore une fois au niveau du ménage et au niveau de monsieur, mais certainement pas comme un apport en tant que tel des femmes à la production familiale. Petit à petit, on est néanmoins passé de Monsieur Gagne-Pain à Madame Gagne-Miette, un changement de modèle, racontez-vous, qui ne s'est pas fait au plein bénéfice des femmes. Dès la fin des années 60, vous notez l'entrée progressive des femmes dans le salariat, mais vous rappelez et vous montrez comment cette entrée des femmes dans le salariat ne va pas s'accompagner ou ne sera pas compensée par un investissement accru des hommes dans la sphère familiale. Et c'est là que le bas blesse. Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui, dans les pays riches, en tout cas, le problème est que cet investissement massif des femmes sur le marché du travail ne s'est pas accompagné d'un investissement massif des hommes dans la sphère familiale. Certains pays ont mis en place des dispositifs pour essayer d'encourager davantage, et en l'occurrence les pères, parce qu'il s'agit bien ici essentiellement de s'occuper des enfants, mais on pourrait aussi élargir la question aux personnes âgées dépendantes, qui devient de plus en plus une question criante, importante, qui prend du temps. Et pour lesquels les gens ont besoin de temps. Et on voit qu'y compris sur cette question-là, ce sont plutôt les femmes, que ce soit les filles ou les belles-filles, qui s'occupent davantage des personnes âgées. Donc il y a une vraie question d'un rééquilibrage de ce qui se passe dans la famille. Et ça va bien au-delà de regarder comment les gens s'organisent, parce que certains pourraient penser qu'on rentre de façon intrusive dans l'organisation des couples et de la famille. Le problème, c'est que c'est une vraie question sociale. Le fait que ce ne soit essentiellement que les femmes qui réalisent ce type de travail ou qui assument ce type de tâches implique qu'il y a une forme d'effet de réputation ou de discrimination de toutes les femmes sur le marché du travail. Donc il y a et y compris des hommes, quelques hommes qui voudraient s'investir davantage dans la famille peuvent se retrouver discriminés parce que leurs collègues hommes ne se comportent pas comme ça. Donc le fait qu'on ait un espace professionnel qui manque à la fois de mixité, qui est ségrégé, ça fait de cette question de l'organisation de la famille une véritable question sociale, une véritable question économique et politique. Et c'est des préjugés qui perdurent, comme cette idée qu'on peut moins faire confiance à une femme qui est encore en âge de procréer parce que elle sera moins engagée dans son travail, dans son métier. C'est des interruptions de carrière aussi. Quand maternité il y a, c'est une charge de travail supplémentaire et peut-être tout ça qu'on donne en moins à l'entreprise qu'on servirait. Alors il y a des solutions qui sont mises en place petit à petit dans les pays. C'est le cas du congé paternité dont on parle depuis un moment, qui existe depuis un moment et très récemment. En France, le président Emmanuel Macron, c'était en septembre dernier, a annoncé sa décision de le rallonger, ce congé paternité. On l'écoute. La décision que nous avons prise et qui sera inscrite dans la loi, financée, et qui rentrera en vigueur, compte tenu d'ailleurs des modalités techniques, à partir du 1er juillet 2021, c'est la mise en place d'un congé paternité d'1 mois, c'est-à-dire le doublement de ce congé paternité avec 7 jours obligatoires. Les 7 jours obligatoires, c'est aussi la garantie que tous les pères pourront le prendre, quelle que soit leur situation, parce qu'on voit aussi aujourd'hui beaucoup d'inégalités selon la situation au travail, selon les comportements, les codes. En particulier, on le prend beaucoup plus facilement quand on est en CDI qu'en CDD. Et c'est ce qui va permettre de sanctuariser à minima ce temps obligatoire, mais qui va aussi créer un standard avec ce mois qui était fortement demandé. On ne naît pas parent, ça s'apprend. Voilà, le 1er juillet, c'est jeudi, que cette nouvelle possibilité sera offerte. On ne naît pas parent, ça s'apprend. Simone de Beauvoir, ça reste le standard de la pensée encore aujourd'hui. Oui, alors là déjà, peut-être dans cet extrait, ce qu'on peut dire, c'est que là, la France ne fait que se remettre à niveau par rapport à ses partenaires européens. On était très en retard. 11 jours de congé paternité, on faisait moins bien que, par exemple, nos collègues espagnols, portugais. Donc c'est une avancée pour la France, passer de 7 à 25, mais c'est aussi un rattrapage. C'est un rattrapage, donc c'était le minimum à faire. Par ailleurs, la question du congé paternité ne réglera pas l'entièreté du problème que nous avons décrit. Le congé paternité est très souvent pris de façon synchronisée avec le congé maternité. Donc il peut avoir un effet de long terme sur le partage des tâches, ça a été montré par quelques travaux, mais qui reste très ténu. Et pour vraiment avoir un impact très transformatif, il faut travailler davantage sur les congés parentaux, sur l'accès au mode de garde, sur les politiques fiscales. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais dans le livre, j'essaye de montrer un peu le type d'approche systémique qu'il nous faudrait avoir pour mettre en œuvre le principe d'égalité, en tout cas essayer de s'en approcher. Et là, le congé paternité, on est quand même très loin du compte, même si c'est évidemment une excellente nouvelle et c'est une mesure très positive qui va dans le bon sens, mais qui est bien insuffisante pour pouvoir avancer de façon significative en matière d'égalité professionnelle. C'est effectivement une bonne manière de favoriser le travail des femmes et surtout le partage des tâches, mais ça ne résout pas tout. Dites-vous, Hélène Périvier, quelles sont du coup les priorités, et notamment si on pense à une catégorie particulière
mères de femmes au travail, c'est les mères isolées qui ont un accès extrêmement difficile, là encore, au travail, pour qui c'est très compliqué de gérer à la fois ces deux dimensions. Oui, et puis par ailleurs, le système fiscal et social, que je ne vais pas détailler ici, mais qui est d'une très grande complexité, traite de façon très défavorable, par exemple, les pensions alimentaires ou d'autres dispositifs sociaux qui viennent soutenir le niveau de vie des parents isolés, qui sont le plus souvent des mères. Et là, j'invite les personnes qui nous écoutent à regarder le site de l'OFCE, parce qu'on vient de publier une étude très complète sur cette question-là, qui montre comment on pourrait réduire de 5 points, près de 5 points, le taux de pauvreté des parents isolés, simplement en modifiant la façon dont ce dispositif, en tout cas dont les pensions alimentaires sont prises en compte dans le système fiscal et social. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent sembler très techniques, mais qui pourraient changer très significativement la vie de ces mères isolées, qui sont aujourd'hui celles qui sont les plus affectées, avec des taux de pauvreté de plus de 35%. Donc on est vraiment, quand on s'intéresse aux inégalités socio-économiques, on est vraiment dans le cœur du problème. Si le combat est loin d'être terminé, dit Thomas Piketty dans la préface de votre ouvrage, Hélène Périvier, c'est d'abord du fait de l'ancienneté des préjugés et des discriminations. Le combat, dit-il, continue et l'économie doit y prendre toute sa part. C'est un combat donc économique, mais aussi intellectuel et politique. C'est ces trois dimensions-là qu'il faut aussi rallier, assembler pour pouvoir avancer. Tout à fait. D'abord, on a besoin de connaissances scientifiques, de réflexion, de controverses dans les sciences sociales pour pouvoir à la fois promouvoir cet objectif d'égalité, mais aussi voir ce qui nous permet d'avancer et de pouvoir le mettre en œuvre de façon réelle. Et puis, bien sûr, mais quand on pense cette question de l'égalité, eh bien, on a une certaine idée d'une société juste. Et donc, cette réflexion autour des principes de justice, eh bien, nous devons à nouveau la remettre au cœur du débat public pour repenser nos politiques publiques et essayer d'avancer pour faire de l'égalité des sexes un principe réel et bien mis en œuvre dans nos sociétés. Et pour montrer que les choses avancent par la parole aussi, par les débats, par les controverses et par cette diplomatie féministe, comme vous l'évoquiez, Hélène Périvier, je vous propose qu'on se quitte avec un témoignage d'une participante à la conférence de Pékin 1995, c'était il y a 25 ans, conférence mondiale sur les femmes et sur l'égalité. Je reviens de la conférence des ONG à Pékin sur les droits de la femme. Le forum s'est déroulé quand même dans une ambiance de fête. Les femmes ont beaucoup chanté, elles ont dansé. Il y avait une sorte de fraternité qui se créait, qui était importante. Et je crois qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient milité, beaucoup de femmes pour lesquelles ça avait vraiment été quelque chose de partir là-bas, de s'investir pour y aller, de trouver le temps, l'argent pour faire le voyage. Je crois que ça, c'était quelque chose de très important. Et je crois qu'effectivement, il y avait une solidarité qui se créait, qui me paraissait importante. D'autre part, quand je suis allée à Pékin, j'ai eu la chance d'y aller avec d'assez nombreuses femmes de la région, des femmes ayant des objectifs communs avec les miens, des femmes qui... Pour la plupart, on s'est découvert sur la même longueur d'onde. Et je crois qu'il est important également pour nous de se retrouver, de reparler de ce qu'on a pu faire là-bas. Ils sont partis pour l'école, il est parti travailler. Sur la table il y a les bols et la vaisselle plein l'évier. Le linge sale traîne par terre. Voilà, alors on ira, ou peut-être vous irez à ce nouveau forum qui est organisé par l'ONU Femmes, ce forum Génération Égalité, qui se tient à Paris, qui s'ouvre demain jusqu'au 2 juillet. Merci beaucoup Hélène Périvier. Je rappelle que vous travaillez par ailleurs avec l'AFD sur deux défis à faire se rencontrer femmes et écologie. C'est un nouveau rapport que vous préparez. Et le titre de votre livre, L'économie féministe, préfacé par Thomas Piketty, apparu aux éditions de Sciences Po. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, avec Cathy Renaud aujourd'hui à la préparation. Merci à Valentine Allouin, à la réalisation aujourd'hui Thomas Beau avec Dali Yaha.